Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis avec mon comparse ami Julien Charpentier. Salut Julien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et petit avertissement aujourd'hui. On va parler d'un film qu'on aime, enfin que moi j'aime pas et que toi t'aimes bien, mais c'est hyper original. Voilà, c'est original, mais surtout en fait l'avertissement c'est parce que c'est vrai que je l'ai découvert là pour les besoins de ce podcast. Ah, c'est ta première fois? Ah, je ne l'avais pas vu. Voilà, donc comme vous avez cliqué sur le lien, vous savez de quoi on parle. On parle de Atomic Blonde de David Leitch, c'est ça, Leitch, comment on dit ? Leitch, voilà, le co-réalisateur du premier John Wick, depuis réalisateur de Deadpool 2. Et de Fast and Furious, Hobbs & Shaw. Autant dire que c'est un monsieur qui compte. Voilà. Autant dire que c'est une pointure. Voilà. Au moins, on peut être d'accord sur un truc. C'est son meilleur film. Je suis même pas sûr. Quand même. J'arriverai même pas. Ah, on part mal. Non, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a choisi ça parce que toi, t'aimes beaucoup le film, que ça nous change un petit peu des trucs des années 90 et 80, tu vois, dont on se répand quand même pas mal dans Stéroïdes. T'as quand même à cœur de le défendre, hein, il faut être honnête aussi là-dessus. Oui. Donc ça, c'est une bonne chose, et peut-être qu'en fait, tu vas tout simplement donner aux gens envie de le voir. Moi, personnellement, je l'ai regardé justement parce que tu voulais qu'on le traite, quoi, qu'on en avait parlé. Donc du coup, déjà je te laisse pitcher le film. Alors, pour pitcher le film, écoute, c'est une histoire compliquée, Atomic Blonde, et pas forcément la mieux racontée au monde, donc on va essayer de faire un pitch par contre qui est très très simple. C'est l'histoire donc de Lauren Broughton, qui est une agente du MI6, qui est envoyée à Berlin en 1989 pour aller récupérer une liste. Et bien entendu, ça se passe en novembre 1989, donc pour les plus jeunes d'entre nous, il faut se souvenir que le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé, donc c'était la fin de la guerre froide, la fin officielle de la guerre froide, et donc du coup elle se retrouve embrigadée là-dedans. Genre c'est un film historique, quoi. Non. Ah, voilà. Donc c'est un film, comment on appelle ça, est-ce qu'il y aura un terme français, un throwback, tu vois, mais comment tu dis, un film qui renvoie, on va dire, aux années 80, oui, avec une playlist, les meilleurs tubes des années, c'est la meilleure tube des années 80. Excellente. Playlist TF1, quoi. Et tu arrêtes tout de suite. Mais, je suis un peu méchant, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un des trucs que je me suis dit aussi en regardant le film, c'est que je me suis dit, alors, il y a cette volonté clairement de faire du, comment on appelle ça, du retro wave, en fait, du, tu sais, du années 80, mais par voie avec une vision des années 2010, tu vois. Oui et non, parce qu'il y a quand même une erreur que font la plupart des films historiques, entre guillemets, c'est que si ton film se passe en 87, tous les morceaux que tu vas entendre dans la BO, ils datent de 1987, comme si en 1987 on écoutait que des morceaux de cette année-là. Ouais. C'est une erreur que au moins le film ne fait pas, il va puiser dans toutes les années 80, et parfois avec justesse, pas toujours, mais parfois. D'accord. Et alors oui, non, c'est vrai que après je trouve que ça reste une playlist en fait très connue, quoi. J'ai pas, en fait, en tout cas en regardant le film, j'ai pas du tout trouvé un morceau. Je me suis dit tiens, c'est celui-là je connaissais pas. Tu connaissais le morceau allemand? Enfin les deux morceaux allemands? Je sais plus c'est quoi. Il y a Nena, Neue Stoffballon, que tout le monde connaît. Ouais. Et il y a Major Tom, qui est un morceau d'un type dont j'ai totalement oublié le nom, qui est un morceau en allemand, c'est quand elle arrive à l'aéroport. Qui a été un carton en Allemagne dans les années 80 en plus. Hein. C'est pour le coup, ça aussi. Là-dessus, ils ont bien fait leur boulot. D'accord. Écoute, peut-être pas celui-là, effectivement. J'ai pas de souvenir là qui me pop, mais bon, pour le reste, que ce soit, comment ça s'appelle, New Order ou ce genre de choses, Dépêche Mode, tu vois. New Order, Dépêche Mode et évidemment Under Pressure qui clôt le film. Voilà, tout ça c'est très connu, mais en fait on s'avance un petit peu quand même sur le style du film, parce que c'est surtout, à la base ça devrait être un film qui devrait me plaire moi, puisque c'est quand même une nana badass qui kick des mecs en fait dans des immeubles, tu vois, voilà, je sais pas, c'est Au revoir à jamais, quoi, tu vois, ça c'est Au revoir à jamais dont on a fait un très beau, comment dire, un très beau épisode story à 80 notamment, oui. Tu vois, toi et moi, et donc du coup voilà, en fait c'est quand même assez, comment dire, normalement c'est ma cam, mais je te laisse. Mais il y a un truc, déjà dans ce que tu dis, il y a déjà un truc intéressant en soi, puisque je sais pas si tu savais, mais Atomic Blonde est en fait tiré d'un comic. Enfin, je l'ai pas lu. Mais... Qui s'appelle The Coldest City. Ça n'a jamais été traduit en France, hein, c'est pour ça que je ne connais que le titre original. Évidemment, depuis 4 ans maintenant, il a été renommé Atomic Blonde, mais il s'appelait The Coldest City. Coldest, évidemment, pas parce que c'est la ville la plus froide du monde, mais parce que c'était la ville la plus emblématique de la guerre froide. Cold Est, et c'est vraiment une graphic novel
d'espionnage. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune action à l'intérieur. C'est un truc qui est fait en noir et blanc. Il y a pas de grande facture de dessin. Tu vois, c'est pas du Alex Ross, quoi. C'est vraiment c'est plus fonctionnel au niveau du dessin et au niveau de l'histoire. Il y a aussi quelques petites variations et t'enlèves toute la couche action. Et moi, ce que je trouve étonnant dans ce film, c'est qu'effectivement, ce que tu viens de décrire, le au revoir à jamais qui devrait être ta cam, il y a ça. Mais moi, j'ai eu une formule quand je suis sorti du cinéma qui est peut-être un peu gonflée parce qu'elle est un petit peu inexacte. C'est de dire, c'est la première fois que je vois un film qui mélange John le Carré et John Wick. Donc, pour ceux qui ne savent pas, John le Carré, un auteur de romans d'espionnage, parce que c'est quand même un film d'espionnage aussi. C'est la maison réussite, botte le cul, quoi. C'est un peu ça. Ouais, bah, en fait, en même temps, en fait, un film qui mélange John Wick et John le Carré, bon, le truc c'est que John Wick, ça faisait 3 ans que ça existait quand c'est sorti, Atomic Blonde, donc forcément, il y en avait pas des tonnes, quoi. D'ailleurs, c'est même peut-être le premier vrai film post John Wick il me semble à proprement parler, parce que maintenant, alors c'est un des trucs aussi dont on va discuter, c'est que comme assez régulièrement en fait dans le cinéma d'action, il y a des vagues d'exploitation d'une certaine formule, d'un certain genre. Die Hard dans les années 80-90 évidemment, Rambo, la Rambomania, dans les années 2000 on peut parler de Jason Bourne, voilà, un petit peu à la fin des années 2000 Taken, qui était quand même un truc qui revenait un petit peu dans la bouche de pas mal de producteurs quand il s'agissait de faire des films d'action, quoi. Et là en fait depuis donc 2014 à peu près, 2014-2015, John Wick. À tel point où d'ailleurs c'est assez marrant, là, on en parlait hors antenne, mais bon, c'est pour l'anecdote. T'as récemment John Woo qui a annoncé qu'il allait faire un film avec les prods de John Wick et je sais plus quel acteur, l'acteur qui joue dans Robocop, le remake Joel Kinnaman. Joel Kinnaman, voilà. Et en fait ça a été titré John Woo va faire un John Wick, et t'as envie de leur dire, bah les gars, John Wick c'était John Woo en fait, donc mais bon, enfin c'est John Wick qui a fait du John Woo, donc si je sais que ça se voit pas parce que c'est pas très bien fait, hein, voilà, tu vois, mais c'était ça, quoi. Bon, voilà, j'arrête d'être méchant, mais le truc c'est que en gros, voilà, c'est alors après c'est pas forcément flagrant dans celui-là, ça se voit que c'est les mêmes équipes, ça se voit que c'est les mêmes types de cascades, mais c'est pas vraiment, je trouve, encore un John Wick-like comme tu peux voir les films qui vont se faire après, quoi, où c'est plus flagrant, je trouve. Bah, c'est-à-dire que là, globalement, comme tu l'as dit au début, c'est quand même avec le co-réalisateur de John Wick premier du nom. Donc il y en a un, c'est Chad Stahelski qui est resté pour faire John Wick 2, John Wick 3 et en ce moment John Wick 4 qui vient de se tourner à Paris au moment où on enregistre. Et de l'autre côté, effectivement, David Leitch qui est parti sur autre chose. Mais pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui ne copie pas le style John Wick puisqu'il l'a co-inventé, c'est bien lui. On peut dire ça. Bah oui, on peut. Ouais. Et je le dis d'ailleurs. Et c'est vrai que donc leur maison de, d'ailleurs, Chad Stahelski et donc David Leitch ont créé une maison de production, de production, qui est aujourd'hui une maison de production qui s'appelle 9711 Productions, 8711 Productions, et qui est en fait une boîte de cascade, spécialisée en cascadeurs, en chorégraphie de combat, mais c'est-à-dire qu'ils offrent des packages, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des coordinateurs des cascades, ils ont à la fois des réalisateurs de seconde équipe, ils ont aussi des cascadeurs bien entendu, et des chorégraphes. Donc quand tu appelles ces gens-là, tu as vraiment un package. Et on s'en aperçoit assez vite parce qu'effectivement, quasiment tous les John Wick-like prennent ces gens-là, et là où ça devient assez rigolo, par exemple, c'est que dans Atomic Blonde, la scène d'introduction, il y a un espion qui se prend une balle dans la tête, qui lance l'intrigue, qui s'appelle Gascogne. Ce personnage est joué par Sam Hargrave, et Sam Hargrave, c'est donc le coordinateur de cascade du film, qui est devenu, 3 ans après, le réalisateur de Tyler Rake, Extraction. Ouais, Extraction, ouais. Donc où il y avait déjà pareil en fait le même, c'est pas seulement en fait qu'une question de chorégraphie ou de choses comme ça, même ça c'est flagrant aussi, mais il y a aussi l'idée, par exemple, il y a dans le film, il y en a dans Atomic Blonde, il y en a un dans Tyler Rake, il y en a un aussi en fait de plan séquence, parce que c'est tout leur principe, c'est-à-dire c'est comment à un moment donné, c'est peut-être un truc qu'il faut expliquer, moi de ma petite expérience en fait derrière les caméras, à discuter avec les équipes qui font des films sur lesquels j'ai pu travailler, les cascadeurs sont généralement très frustrés par la façon dont leurs chorégraphies sont mises en scène. Absolument. Et en gros, tout le style cut, et surtout dans les années 2000 avec Jason Bourne et tout ça, etc., ça les frustrait énormément. Ce qui fait que l'idée, en fait, qui a pu, plaire à l'époque du premier John Wick, c'est d'avoir 4-5 actions ininterrompues, en fait, avec un
pas un plan séquence, mais un plan en fait qui ne cut pas en fait. Et du coup, un plan qui ne cut pas et qui est pas à la shaky cam. Et mine de rien, c'est devenu difficile aujourd'hui de voilà. pas avoir ça. Et sans synthèse ou très peu. Moins maintenant, alors ça on va en parler. Mais justement en fait le truc c'est que dans Atomic Blonde, je pense que c'est le premier qui a vraiment poussé cette logique-là, mais Tyler Rake le fait plus loin, et je pense qu'il y en a de mémoire, il doit y en avoir dans les John Wick aussi un petit peu, dans les John Wick suivants, je veux dire. Il y a l'idée de faire des plans séquences. Et donc vraiment du coup voilà, donc c'est un style aussi alors j'ai envie de dire de mise en scène, mais je ne serais pas aussi cavalier parce que voilà, parce que c'est un autre problème en fait, mais on va en parler. Je pense que c'est un problème qui est lié, qui est pour le coup moi je trouve qui est beaucoup plus lié qu'à l'action en fait, c'est-à-dire que en fait c'est prétendre pour moi faire de la mise en scène entre guillemets, c'est-à-dire là je parle vraiment de langage de cinéma, tu vois, sur ces trucs là, alors qu'en fait quand tu fais un plan séquence, il faut se poser la question de pourquoi tu le fais. Or j'en avais déjà pas mal parlé avec Arnaud quand on a fait l'épisode de Stéroïdes sur Tyler Rake justement, et là on peut en reparler un petit peu même si c'est beaucoup plus contenu hein, comme plan séquence. Moi, enfin un plan séquence, il faut savoir quand est-ce qu'il commence, il faut savoir quand est-ce qu'il s'arrête, et là en l'occurrence il s'arrête n'importe quand dans Atomic Blonde, je trouve. Alors il y a plusieurs choses que tu dis, puisque oui, mais... Tyler Rake, j'ai tendance à être d'accord avec toi, c'est-à-dire que le plan séquence... Il fait 11 minutes 30 je crois. Il est monstrueux, mais je le comprends pas. C'est-à-dire que je comprends pas à quoi il sert, je comprends pas ce qu'il me raconte, je comprends pas pourquoi il change d'environnement. D'ailleurs le passage que je préfère dans le plan séquence, c'est le moment où ils sont dans Tyler Rake, c'est le moment où ils sont dans la maison, où ils traversent chacun, et où tu as des changements, où en fait tu passes de Tyler Rake au mec qui le suivent, parce que là j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Poursuite en bagnole. Mais tout ce qui est poursuite en voiture, machin, etc., je comprends pas. Et sur Atomic Blonde, en effet, je peux pas te dire que la partie en voiture, donc à partir du moment où ils sortent du bâtiment, t'as l'impression que c'est plus des gens qui se sont fait plaisir. Mais du coup, je le prends aussi sur le compte, parce que comme tu l'as dit toi-même, ces gens-là étaient très frustrés, et pour la première fois, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, pour moi, il y a presque la générosité du débutant qui sait pas quand s'arrêter. Je trouve pas ça grave. Moi, en fait, je pense vraiment, c'est surtout, en fait, encore une fois, je le mesure à l'idée, mais c'est peut-être aussi ma façon d'appréhender ce genre de film. Hein. En fait, je le mesure à l'idée que ces films-là font école. Le reste, enfin, tu vois, je veux dire, et j'ai du mal à comprendre exactement pourquoi ça fait école. Au-delà de l'aspect financier, c'est-à-dire parce que le premier John Wick, ça n'a pas été non plus un énorme carton. Ça a coûté suffisamment peu cher. Et en fait, ça a été un carton à l'échelle de son budget. Oui, mais mais de là à donner le là pour le cinéma d'action pour les 5 années à venir, tu vois, comme le premier saut et le deuxième saut et les 28 sauts n'ont pas été des énormes cartons au début, mais ils coûtaient si peu cher qu'effectivement, ils ont été des cartons par rapport à leur budget de base. Donc forcément, ça a créé un certain là. Oui, non, mais on peut discuter de ça sur tous les petits films qui ont marché. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je parle vraiment d'école, comment dire, du cinéma d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parles de cinéma d'action. C'est-à-dire le cinéma d'action dont on parle dans Stéroïdes, etc. On te dit, c'est John Wick. Comme dans les années 2000, c'est Jason Bourne. Tu vois. Et au bout d'un moment, c'est gavant parce que tu as envie de dire, non, on peut faire autre chose. Et en fait, surtout, encore une fois, on peut faire, à mon sens, on peut faire largement mieux que ça. Mais bon, le truc en fait que j'entends par là, c'est que, il y a la volonté de se dire, ok, on se lâche, on peut faire nos trucs, etc., etc. Moi, c'est ce que je disais, en fait, quand je parle de mise en scène de manière générale, en fait, sur le travail de David Leitch, tout autant que sur le travail d'ailleurs de son collègue, sur les John Wick, quoi, ma problématique, en fait, c'est que les mecs confondent des concepts. C'est-à-dire que là, ça se passe dans les années 80, donc en fait, il y a une lumière à la années 80. Et je dis bien à la années 80 parce qu'en fait, t'entends quoi par là? Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, toi et moi, on a vécu les années 80, oui. Donc on sait en fait à quoi ressemblaient les années 80. Et là, en fait, c'est ce que je dis, c'est du rétro-wave en fait. C'est-à-dire que c'est en gros, c'est pas du tout les années 80. Il y a pas une seconde en fait où j'ai l'impression d'être dans les années 80. Si tu veux, pendant que je regarde ce film, y compris à travers la musique, y compris à travers les trucs. Et ce que je veux dire, en fait, quand je parle de concept derrière, si tu veux, c'est quand les types se disent, on va, par exemple, alors je parle pas forcément des années 80, mais on va se battre dans un cinéma, tu vois, et en fait, on va se battre devant, derrière, en fait, le cinéma qui est en train de diffuser Stalker, de Tarkovsky. Et tu fais, pourquoi ? Parce que c'est cool. Non, alors là, pour le coup, non, pas parce que c'est un truc de communiste. Mais, en fait, il faut savoir qu'en 1989, à Berlin-Est, ils diffusaient Stalker, donc c'est une réalité historique. Mais après, donc du coup, c'est pas un choix de parce que c'est cool, c'est pas vrai. Pour moi, c'est exactement comme dans John Wick 2, tu vois, quand ils citent Caravage ou les trucs comme ça, ou qu'ils mettent Buster Keaton en surimpression, c'est des trucs, en fait, c'est ok, vous avez vos références, vous avez vos trucs, etc., etc. Le combat en soi, comment est-ce que vous le filmez ? Et là, en l'occurrence, je fais la distinction, en fait, parce que ce combat-là, dans Atomic Blonde à ce moment-là, et le combat, par exemple, si tu veux, dans les escaliers,
Tu vois, je veux dire, les deux sont filmés radicalement différemment. Oui. C'est les mêmes types de chorégraphie, mais c'est filmé radicalement différemment. Et en fait, si tu veux, le seul truc qui l'intéresse là-dedans, c'est d'avoir cette espèce de concept de grand écran, si tu veux, avec Stalker. Mais en fait, c'est juste un concept, c'est pas de la mise en scène. Et en fait, tout est à l'avenant, en fait, pour moi. C'est ça que je veux dire, en fait, quand je regarde un film comme Atomic Blonde. Donc, du coup, le plan séquence dénote, parce que par la force des choses, t'es obligé à un moment donné, en fait, si tu veux, d'avoir un point de vue spécifique. Et ce point de vue-là, il fonctionne pour moi. Et là, je vais être très clair, tu vois, je veux dire, le début du plan séquence, je me suis dit, putain, tu vois, dans une cage d'escalier, tu vois, c'est contenu, la caméra, elle tourne derrière la nana, tu vois, elle tourne derrière le mec, quand elle se casse la gueule et tout, ça fonctionne plutôt bien, tu vois. Et dès qu'ils sortent de l'escalier, qu'ils rentrent dans un appart, par exemple, je me dis, ah bah là, il y a plus d'intérêt. Enfin, j'ai plus d'intérêt, en fait, dans le plan séquence, parce que c'est juste de la virtuosité. Tu vois, c'est plus en fait un truc où je me sens dans le combat de manière exiguë, quoi, tu vois. C'est marrant parce que autant sur la partie en voiture, je suis d'accord avec toi que c'est pas vraiment utile, et puis en plus il y a des erreurs de raccord entre guillemets, puisque c'est supposément un plan séquence, puisque il y a 25 coupes hein, dans le. Il y en a beaucoup, ouais, mais ça on pourra éventuellement y revenir. Mais moi par exemple la scène dans l'exiguïté de l'appartement, je la trouve super bien parce que je trouve qu'elle continue la scène que je suis en train de voir. Et la scène que je suis en train de voir, comme tu l'as dit, quand tu fais un plan séquence, faut aussi savoir ce que tu racontes. Et là, on veut nous montrer une nana qui va tout faire pour s'en sortir, et qui pour moi, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, mais pour moi, c'est la première fois que je voyais un plan séquence où je voyais à la fin d'un combat des gens qui étaient aussi épuisés, ils en peuvent plus, surtout elle, parce qu'elle en a quand même pris plein la gueule sur ses 4 étages, ou 3, je les ai pas comptés, et je trouvais ça super intéressant de terminer alors qu'elle est au bout de ses forces, pendant que l'autre il est en train de mourir sur le bord, et qu'ils essaient vraiment de survivre. Et du coup, le plan séquence, pour moi, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il est épuisant. Quand je regarde le film, à la fin de ce plan séquence, je suis comme elle. J'ai envie que ça se termine. Et une fois de plus, je parle pas de la partie en voiture, que je trouve rigolote, mais qui est vraiment pas utile. Oui, la partie en voiture, c'est surtout qu'en fait, il cut, par exemple, sur une bagnole qui se fait éclater par un bus ou je sais pas quoi, tu vois, et en fait, tu te dis, mais s'il y avait vraiment un endroit où cutter, si vous alliez dans la logique des choses en fait sur ce que vous faites, c'est le moment où leur bagnole à eux est basculée dans la flotte, parce que là ça serait le plus logique. Mais justement en fait c'est tout le souci pour moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de logique de mise en scène. C'est-à-dire bon, on parle d'Atomic Blonde, mais Deadpool 2 et Hobbs & Shaw sont sortis depuis. Et en fait on en a la démonstration. C'est pas comme si en gros si tu veux un grand auteur du cinéma d'action était forcément né pour autant. C'est ça que je veux dire. Mais je suis d'accord pour l'instant effectivement. Je sais que toi tu n'aimes rien de l'école John Wick. Moi aujourd'hui j'aime bien la première demi-heure. J'aime pas les John Wick en soi, parce qu'en fait dès que c'est essayé de raconter quelque chose, pour moi ça raconte rien, et j'ai exactement le même problème avec Atomic Blonde en vrai, parce que j'ai l'impression que ça les intéresse pas en fait, littéralement. C'est-à-dire que vraiment j'ai vraiment le sentiment, on va reparler sur Atomic Blonde, hein. Tu peux me contredire, y a pas de souci, mais ce que je veux dire en fait c'est que au moins sur John Wick 3 j'aime bien la première demi-heure, parce que je me suis dit elle blast, et elle blast, et puis c'est surtout en fait le mec il est poursuivi, tu te dis ok, si ça fait 1h20 comme ça, moi je peux l'acheter ce film. Oui, tu vois, je comprends, ça fait 2h20. Ouais. Et du coup, effectivement, ça part dans des. Puis il part dans le désert, et dans des considérations où tu fais, mais le scénariste de ce film a eu les yeux plus gros que le ventre, et il raconte une histoire qui intéresse pas grand monde. Enfin, je pense. Oui, mais et ce que je veux dire en fait, si tu veux, c'est que le problème, c'est pas seulement que ça raconte une histoire que ça intéresse pas beaucoup de monde, même si apparemment t'as pas mal d'essais sur internet. Je sais, pour ne pas le citer, il y a Bolche Geek qui a fait 1 heure en fait sur le contrat social dans John Wick, etc. J'ai regardé une demi-heure de la vidéo, je suis pas convaincu en fait du tout Bon, en même temps, tu sais, Stéphane, te convaincre, c'est mission impossible. Non, mais c'est pas une question de me convaincre, c'est qu'en fait, c'est surtout que je pense qu'en fait, on peut surinterpréter beaucoup de choses, tu vois, et on peut, en plus, on peut nous le reprocher à nous aussi, donc c'est même pas la question. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'à la fin, pour moi, ce qui prime dans ces choses-là, c'est le langage du cinéma. Dans le cinéma d'action, c'est le langage du cinéma. Et la problématique, en fait, que j'ai, c'est pas tant, encore une fois, qu'ils racontent des choses qui ne m'intéressent pas, puisque globalement je fais partie des gens qui peuvent regarder des films sur des sujets qui ne les intéressent absolument pas du tout. C'est la façon dont on me les raconte. Et la façon dont on me les raconte, c'est pour ça que je te disais, pour moi c'est des concepts entre guillemets qui sont confondus avec des concepts de mise en scène, tu vois. Le côté alors c'est clinquant, c'est 80s, donc voilà, tu vois, on va te mettre cette musique, ce type de lumière avec des néons, ce machin, etc. Qui, comment dire, en fait, font trop. Ouais, l'endroit où elle dort là, c'est un lupanar. Tu vois, en fait, je pars dans tous les sens, et je suis même pas sûr que les gens comprennent de quoi on parle en fait. C'est difficile de te suivre parce que tu parles vraiment dans tous les sens en effet, mais si je viens de finir le film en fait. Si on prend par exemple sa chambre d'hôtel, effectivement, c'est n'importe quoi. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'est le premier film de
John Wick exploitation. Tiens, hop, j'utilise le terme avant toi. Le terme et là où je trouve ça intéressant, c'est que est-ce que John Wick se passe dans notre monde ? Non, il nous raconte un monde fantasmé. Et ce que fait Atomic Blonde dans ce film-là, c'est que, et en plus il nous le dit avec des graffitis pas toujours très heureux au début, mais il nous dit bien, je suis pas un film historique, puisqu'il le barre comme si c'était un tag, etc. Parce que ce qu'il est en train de te dire, c'est oui, je vais prendre comme base une réalité historique, qui est celle de 1989, mais je vais le faire dans un monde qui est entièrement fantasmé. Donc on a un agent secret qui est mais habillé comme un top model Chanel qui change environ 38 fois dans le film. On a des éclairages qui, effectivement, n'ont pas que du néon, parce que le néon, c'est son appart et les boîtes de nuit. Sinon, en fait, la plupart du temps, c'est pas des néons. Il y a plein d'éclairages différents. Pour donner un truc 80s, en fait. C'est l'exemple que je donne. C'est l'exemple type, mais voilà. Mais c'est parce que celui-là, pour moi, parle du fantasme, justement. Je parle de playlist aussi, je parle de tous ces trucs-là, tu vois. C'est ça que je veux dire. La playlist. 99 Si je trouve Ballon, donc le morceau de Nena, est utilisé à un moment du film, il est utilisé 2 fois. La première fois, il est utilisé dans sa version originale par Nena, donc le groupe qui le chantait à l'origine, au moment où tu as un agent russe qui interroge des Allemands de l'Est qui viennent de faire la teuf où il lui demande de danser. Et il est utilisé une 2e fois à la fin du film. Cette première fois-là, en fait, il met la musique et jusque-là, il n'avait pas été violent et il devient violent à ce moment-là. Bah ça, par exemple, pour moi, c'est un excellent choix musical parce que 99 Si Schluff Ballon est un morceau dissident pour l'Allemagne de l'Est, puisque ça raconte justement le combat de l'Est et de l'Ouest, qui seront... en fait, ce que raconte la chanson 99 ballons de Baudruche, c'est... On en est à un stade où ils veulent tellement se faire la guerre, ces gens-là, que si quelqu'un balance 99 ballons et que l'autre camp les repère dans le ciel, il est capable de déclencher une guerre à cause de ça. C'est ça que raconte la chanson. Donc, du coup, quand le mec russe pète un boulard et devient ultra violent là-dessus, en fait, cette chanson, elle a du sens. Son utilisation, elle a du sens. Et quand on la réutilise à la fin sur les images en slow-mo, donc en ralenti, de la chute du mur de Berlin, sur ce morceau qui du coup est dans une version un peu plus apaisée, ça veut aussi dire que la dissidence a gagné, dans une version qui est très jolie en plus, que la dissidence a gagné, que le mur de Berlin est tombé. Donc l'utilisation de ce morceau, elle a du sens. Je pourrais pas te dire ça pour New Order, c'est juste, mais en même temps, voilà, tous les morceaux ne sont pas obligés d'avoir du sens. Enfin, je crois pas. Non, je pense pas non plus. Ce que je voulais dire en fait par rapport à ça, c'est surtout que je te dis, ça fait vraiment. Enfin bon, on en a déjà parlé, mais ça fait vraiment playlist les best-of de TF1 quand on était gamin. Non, mais comme je te dis, je viens de te donner des contre-exemples. Non, mais tu viens de me donner des contre-exemples, mais la plupart du truc, pour moi, tu vois, je veux dire, ce contre-exemple spécifique, c'est une chose, mais en tout cas, comment dire. Comme terminer sur Under Pressure pour quelqu'un qui était. Alors, nous allons rentrer évidemment à un moment ou à un autre dans les spoilers, vous le savez, jusqu'à maintenant on l'a pas fait, mais on va commencer à le faire. C'est compliqué, je trouve en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué de spoiler un truc comme Atomic Blonde parce que, encore une fois, je veux dire, à part peut-être 2-3 sortes de personnages, mais en fait. C'est quand même un film d'espionnage. Oui, donc, oui. Quel est l'un des principes du film d'espionnage ? Qui est d'ailleurs raconté à travers en fait un interrogatoire. Quoi. Qui est d'ailleurs raconté à travers un interrogatoire. Ce qui est un des trucs que moi j'aurais littéralement zappé du film. J'aurais coupé toutes les scènes d'interrogatoire, mais direct. Pour le coup, c'est une des rares choses qu'ils ont gardé du comic. Donc ça aurait été con quand même. Parce que dans le comic, par exemple, c'est un double agent seulement. Alors que dans le film qu'on a connu, c'est un triple agent. Et donc, du coup, utilisé à ce moment-là Under Pressure, le titre parle pour lui-même. En fait, je pense qu'ils n'ont pas été plus loin que ça au niveau de la symbolique du morceau, mais utiliser un morceau des années 80 qui s'appelle Je suis sous pression, alors que la meuf, elle retrouve enfin sa liberté. Apparemment, ils avaient demandé à David Bowie d'apparaître dans le film. Oui. Et bon, comme il est mort quelques temps avant le tournage, il a refusé. Ça n'a pas pu se faire. Il a refusé pour ça. A priori, il était pas. Il a refusé parce qu'il était malade. Ouais. Et voilà, mais c'était un des trucs prévus. Ouais. Après, encore une fois, moi, je pense que tout ça, c'est très conceptuel. Hein, c'est pas, enfin voilà, mais tu vois la façon, je pense, de passer dans la façon de raconter les choses, la façon de passer de l'interrogatoire à comment dire ce qui se passe en fait, sans vraiment jamais, je trouve, tu vois. Avoir un point de vue sur la façon en fait de le faire et surtout la façon de raconter, si tu veux, à part des brushes, tu vois, After Effects quand elle passe. Tu vas un peu fort. Il y a quand même énormément de plans où on voit. Moi, je trouve que c'est du champ contre champ tout le temps en fait dans ces scènes. Il y a plein de plans où on voit Lorraine soit dans des écrans, soit dans des reflets qui montrent sa dualité. Bah oui, mais enfin bon, si t'aimes chasser quelqu'un, tu peux pas taper sur quelqu'un qui l'utilise ailleurs, quoi. Donc non, mais j'aime pas ça. Enfin, c'est pas une question que j'aime ça chez quelqu'un ou j'aime pas ça chez quelqu'un. C'est une question en fait, encore une fois, que ça soit, c'est pas seulement un sens en fait.
fait, tu vois, une implication émotionnelle, quoi. C'est un double agent, on te la montre sans arrêt à travers des reflets, dans des écrans, il y a quelques plans très jolis, par exemple, où t'as celui qui n'est pas dans la salle, donc son supérieur qui s'appelle Si, qui est en train de la regarder dans un écran, donc tu vois l'écran en net et tu la vois derrière en flou, et c'est le moment où elle-même est en train de se dire je suis un triple agent, je suis en train d'être interrogé à la fois par ceux qui croient que je suis leur agente et celui dont je suis effectivement l'employé, et il faut que je leur parle à tous et que je les convainque tous. Pour le coup, moi, ça, c'est un exemple où je trouve qu'on a une corrélation directe entre ce qu'on me montre et ce qu'on me raconte. Ok. Et des exemples comme ça, pour moi, il y en a plein. Il y a, tu vois, quand elle arrive à Berlin, il y a ce moment où elle rentre dans une voiture et les gens qui l'accueillent sont des Russes. Et on ne te le dit pas explicitement, puisque c'est un film d'espionnage avec des retournements de situation permanents. Mais donc, en gros, ils lui disent bon, alors ça va, c'est la première fois que tu vas à Berlin. En fait, ils sont plutôt amicaux, mais la scène est tournée comme si elle était en danger. Pourquoi ? Parce qu'elle veut pas non plus griller sa couverture, et t'as un plan où elle regarde dans le rétro et elle voit qu'elle est suivie par une voiture, et dans la voiture, elle reconnaît le mec qui était censé venir la chercher s'il était à l'heure. Donc, il va falloir qu'elle joue le jeu, à savoir qu'elle pète la gueule à ceux qui sont supposément ses alliés. Et il y a des jeux permanents comme ça dans Atomic Blonde. C'est pas le film le mieux raconté du monde, là-dessus je te rejoins, parce qu'il y a quand même des fois où tu fais alors attends. Tu l'as fait combien de fois surtout ? Je l'ai vu 2 fois au Cinoche et 3 fois depuis, je pense. Voilà, tu vois, donc tu l'as vu 5 fois. Oui, mais il y a des choses que j'ai repérées tout de suite. Oui, non, mais d'accord. Ce que je veux dire, moi, c'est que tu vois, en fait, mon degré d'implication, vu la première fois, tu vois, passer la première fois, je reverrai jamais ce film. Mais ça, d'accord. Donc c'est vrai que non, mais c'est pour dire qu'en fait, en gros, voilà, j'ai l'impression que s'il faut le voir 5 fois pour, tu vois, non, alors sans être, voilà, j'ai pris du sans enlever ton amour pour le film. Hein. J'ai pris du plaisir dès la première fois, et en même temps, un film d'espionnage, l'un des buts, c'est qu'effectivement, quasiment tous les faut plus qu'on utilise l'adverbe, il faut plus qu'on dise en fait, sinon on va encore se faire engueuler. Mais c'est compliqué. Non, tu peux dire en fait, mais tu dis en fait. Vas-y. Alors, en fait, fondamentalement, je tiens à dire que en fait et fondamentalement. Littéralement, je ne sais plus tout ce que je voulais dire à faire des conneries. Mais non, mais faut qu'on, parce que là, ça se passe mal. Je le vois, tu vois, je le sens en fait. Tu vois que t'as envie de défendre ton bébé, tu vois. Ah oui, pour le coup, oui, j'ai envie de défendre. Et oui, il y a beaucoup de choses dans ce film que je trouve intéressantes, même si effectivement, je dois te reconnaître que il y a des trucs qui sont pas très bien racontés parce que c'est pas alors que c'est une histoire de triple agent, quand tu fais des choses comme ça, et donc quand tu bases la plupart de tes dialogues sur des doubles sens, donc du coup voire des triples sens, tu dois du coup avoir une explication narrative absolument limpide. Et je trouve qu'ils n'y arrivent pas toujours. Là-dessus, je le reconnais. Il y a des fois où je fais, on n'est pas dans la taupe, quoi. Tu vois, non, mais c'est surtout pour ça que j'avais envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de spoiler ce film ? Parce que en vrai, au final, tu dis c'est la rencontre entre John le Carré et John Wick, tu vois. Oui. Moi je dirais c'est du John le Carré beauf, quoi. Enfin, sans être encore une fois méchant, parce que moi je pourrais acheter ça, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien moi avoir justement, tu vois, moi ce qui m'emmerde quand je vois un film comme ça, ou quand je vois, tu vois, que le même mec il fait du buddy movie derrière, je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait avec Yannick sur Hobbs & Shaw, tu vois. Je vais pas en faire un épisode là-dessus, mais tu vois, ça me gonfle. Alors c'est moi, hein. Ça me gonfle en fait que ce soit des mecs comme ça qui les fassent et pas des Shane Black, tu vois. Mais après le truc, si tu veux, c'est que donc en termes de limpidité de narration, c'est même pas qu'une question de limpidité de narration, hein, parce qu'à la limite Shane Black, tu peux avoir des moments où tu peux être un peu paumé par 2-3 trucs, quoi, tu vois. C'est les trucs conspirationnistes, enfin tu sais, les trucs conspirationnistes, les trucs, tu sais, dans Kiss Kiss Bang Bang, faut arriver quand même à suivre toute l'histoire. Oui. Le problème est pas là. Le problème en fait, si tu veux, c'est que t'as pas l'impression, pour moi, en fait, dans un film comme ça, que t'as quelqu'un derrière, en fait, que ça intéresse vraiment. C'est ça mon problème. Et du coup, moi, j'ai du mal à être intéressé par ça. Voir des doubles entendre ou des triples entendre ou je sais pas quoi, etc., à travers un reflet de miroir, je veux bien, tu vois. Je dis pas le contraire. Mais bon, tu vois, enfin, je veux dire, pour aller chercher ça chez Spielberg ou des mecs comme ça, tu vois, là, on est quand même très très loin de ça en termes de langage de cinéma. C'est ça que je voulais dire. Non, mais voilà, j'ai beau aimer le film, j'ai beau trouver que c'est super, j'ai beau prendre un plaisir fou. Tu peux être d'accord avec moi. Voilà. Je vais pas dire non, franchement, David Leitch, c'est l'équivalent de Spielberg dans ses meilleurs. Non, je suis non, mais je veux dire, tu citais la taupe, moi je peux citer Le Pont des Espions, tu vois ce que je veux dire, pour prendre un film en fait qui se passe, tu vois, dans ce genre d'ambiance, on va dire, d'univers, tu vois, si ce n'est qu'il y a moins de kick. Oui, mais c'est pour ça en fait que c'est un film à la fois, oui, c'est une John Wick exploitation parce qu'il se base entièrement sur les acquis qu'ont apporté John Wick au cinéma d'action, qu'on les aime ou qu'on les réfute. Bon, ils sont là. Et en même temps, moi, je trouve que c'est un projet extrêmement original parce que j'ai jamais vu ça. Un film d'espionnage qui est en même temps une version fantasmée d'un monde avec des scènes de kick interprétées essentiellement, évidemment pas entièrement, mais essentiellement par une actrice principale méga investie. Ah, mais là, tu deviens très spécifique dans ce que t'as pas vu.
Parce que moi, j'allais te dire, c'est du James Bond, en fait. Non. Mais avec, comment dire, tu vois, avec le goût du jour, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si tu prends le James Bond où ils mettent du parcours comme dans Casino Royale, ou en fait, comme pour ça, moi, il y a des kicks, tu vois. c'est pas du tout le James Bond, puisque c'est pour ça que je prends John le Carré comme exemple et pas Jason Bourne et pas James Bond. C'est bel et bien parce qu'il y a des recherches, il y a des doubles façons de comprendre les choses, il y a des dialogues qui sont à plusieurs entrées, il y a des gens qui ne se font jamais confiance. James Bond, où qu'il arrive, il dit salut, je suis James Bond, je vous emmerde, je suis le meilleur espion du monde. Oui, d'accord, c'est pas de l'espionnage, c'est pas de l'espionnage contre espionnage. Oui, alors que là, il y a cette composante-là. J'admets tout à fait qu'elle n'est pas totalement maîtrisée, mais elle y est. Et ça confère au film une vraie originalité. Je trouve qu'elle est pas hyper mise. Enfin, en fait, si tu veux, l'histoire la met en avant parce que ça fait partie du trope du film, quoi. Mais je trouve qu'en fait, elle est pas mise en avant parce que ça raconte. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui intéresse le gars qui est en train de faire ça, c'est tous les points en fait que j'ai avancés, quoi. C'est-à-dire les petits trucs conceptuels, tu vois, les trucs où il essaye d'être un artiste. Je suis pas qu'un cascadeur, monsieur, tu vois. Je suis un artiste aussi, tu vois. Donc, ok, tu vois. Et voilà, ce genre de trucs, mais qui sont exactement les mêmes défauts que son comparse, hein, à mon sens, et qu'il a d'ailleurs littéralement abandonné en faisant des très 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 gros films comme Deadpool 2 et Hobbs & Shaw, quoi. Donc oui, donc c'est pour ça que je te disais, ouais, je sais même pas si ça a un vrai sens de spoiler ça, dans le sens où, voilà... Enfin, moi, bien malin, celui qui arrive à totalement suivre l'histoire du premier coup. Ouais, du premier coup, je pense que c'est un petit peu compliqué, et je pense que globalement, la plupart des gens qui ont été voir Atomic Blonde au Cinoche, ou qui auront peut-être envie de voir Atomic Blonde après nous avoir écouté, ils iront pas pour l'incroyable histoire d'espionnage que c'est. Effectivement, si t'es amateur d'espionnage, tu vas aller chercher la taupe, d'espionnage vraiment John le Carré-esque, donc vraiment des mecs assis à une table qui causent. Tu vas peut-être aller chercher un espion ordinaire qui est sorti cette année avec Benedict Cumberbatch, qui est vraiment un film d'espionnage à l'ancienne. Tu vas chercher le Pont des Espions, c'est vrai que tu vas pas chercher celui-là. Donc l'espionnage, je suis d'accord avec toi, est plutôt une cerise sur le gâteau. Mais je trouve que c'est une cerise super agréable en ce qui me concerne, et en plus, j'aime vraiment le fait que dans ce film, j'ai des acteurs qui sont extrêmement investis. On a une Charlize Theron qui est productrice du film et donc qui a choisi le réalisateur sur casting et tout, hein, donc c'est vraiment elle avait le pouvoir. Quand le film a été tourné, personne pouvait lui soulever Shane Black dans l'oreillette. Mais personne n'en veut de Shane Black. À l'époque peut-être encore. Shane Black il fait des films qui rapportent pas un copec, tout le monde s'en fout. Enfin, mis à part Iron Man 3, quand tu sais que toi et moi on est Shane Black, c'est un peu notre dieu vivant, quoi, mais pour la plupart des gens pour le côté pulpy du film, on va dire, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un vrai comment dire, pour le coup, en fait, encore une fois, c'est un film qui s'appelle Atomic Blonde, avec une nana qui est badass, tu vois, qui envoie des coups de latte dans la gueule, avec une BO, avec un machin, etc. Moi j'en reste vraiment au truc de base, tu vois. Et ça, c'est pulp, pour moi, c'est typiquement, c'est le genre de truc, je fais, ouais, j'ai envie de le voir. Et d'ailleurs, en fait, quand tu m'as suggéré qu'on fasse le film, je me suis dit, bon, c'est le mec qui a fait des infections, là, les autres infections, tu vois, donc c'est un peu, ça fait un peu... Non, mais ça fait un peu... Je me dis, ok, je vais le regarder, mais à la base, normalement, moi, j'aurais payé mon billet, en fait, pour aller voir ça, tu vois. Donc le truc, si je trouve que je l'ai pas fait à l'époque, mais voilà. En même temps, c'est logique que tu l'aies pas fait, parce que t'aimes pas le style de 97-11. C'était compliqué à dire à l'époque, il y en avait qu'un de film. Et c'est-à-dire que, non, deux peut-être avec John Wick 2. Vraiment pas aimé en même temps le John Wick. Donc, bah non, mais... Bah t'as le droit. J'ai pas 8 ans. Non, pardon. Non mais attention, en plus, moi non plus, je vais demander à Alain de couper ça parce que je sens que je vais tout le monde qui va nous tomber sur le paletot. Pédant, alors, s'il l'avait pas entendu, il a dit tu dois assumer, je suis assez d'accord. Ouais, en plus, moi j'adore John Wick et j'ai pas 8 ans non plus. Ouais, voilà quoi. Mais mon problème en fait, si tu veux, c'est que j'ai détesté John Wick en soi parce que, encore une fois, ces films-là, ils t'arrivent. Je déteste le film en soi, c'est-à-dire je vois pas l'intérêt de ce film, je trouve ça hyper mal raconté, tu vois. En fait, quand je parle de concept de mise en scène, c'est un des trucs que je reproche dans John Wick, si tu veux, c'est qu'ils ont un flashback, c'est un truc qui est filmé dans un iPhone, tu vois, et les mecs ils essaient de te faire croire qu'en fait, si tu veux, Keanu Reeves, il a dans son iPhone quelqu'un qui a mis en scène la maladie de sa femme quand il se balade sur un pont ou je sais pas quoi, tu vois, enfin t'es en train de regarder ça et tu te dis mais les gars, il y a quelqu'un qui a réfléchi à la mise en scène, comment ça marche dans votre tête, tu vois, pour que ça puisse fonctionner, en fait, si tu veux, pour que ça soit... Parce que ça, c'est même plus une question d'être dans un autre monde parallèle ou je sais pas quoi. C'est vraiment une question de pas savoir mettre en scène. Et le problème, si tu veux, c'est... Ce que tu dis est à la fois juste, parce que je vais pas te reprocher le fait d'avoir des goûts très précis en mise en scène et d'avoir raison, mais d'un autre côté, qu'un homme qui va perdre sa femme fasse des vidéos d'elle, même quand elle est malade, ça me choque pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des plans, en fait, si tu veux, où ils sont censés être que deux, dans un truc qui se veut très pudique, et c'est des plans larges qu'on voit sur son iPhone, tu vois, et tu te dis mais qui a pris, tu sais, c'est de la logique de fin de footage en fait qui marche pas, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est qui a pris ces plans. Et moi ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que donc là je donne un exemple spécifique, mais il y a plein de
trucs qui sont problématiques pour moi dans John Wick, je donne cet exemple-là, qui se frappera sûrement pas la moitié des gens, mais... Chers auditeurs, c'est le truc le plus près que vous aurez d'un stéroïde qui est à la fois aussi sur John Wick. Non, parce qu'en fait, on en a parlé avec les autres, hein. Peut-être on en parlait avec Julien Dupuis, justement, d'en faire un sur John Wick 3, mais bon, après, c'est compliqué, moi, je trouve, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'épisodes audio, je veux dire, donc en fait au bout d'un moment ça va peut-être tomber, quoi, tu vois, quand tu auras le John Wick 4 qui va sortir, on en fera peut-être un, on sait pas, tu vois, on réfléchit pas autant à l'avance. En fait, on réfléchit pas autant à l'avance, mais le truc en tout cas que je veux dire par rapport à ça, c'est que non seulement je regarde un film où je me dis, il y a rien dans ce film à part effectivement un concept autour de quelques cascades de coups de feu, machin, etc., où j'ai déjà vu ça chez John Woo en 100 fois mieux, tu vois, ok, il y a 25 ans, mais en plus on t'explique que c'est le plus grand film de l'année, le plus grand film d'action de l'année, voire de la décennie. Là, tu fais non. Moi, honnêtement, c'est un argument que je comprends pas. Le fait que je l'ai déjà vu ailleurs, ça veut dire qu'on doit plus jamais faire de film d'action parce qu'il a fait des chefs-d'œuvre. Déjà vu ailleurs en mieux. Et alors donc ça veut dire qu'on fait plus jamais de film d'action parce que jamais personne fera mieux. Il faut juste en fait que les gens derrière, en fait, mais déjà en fait en mieux, enfin en bien. Ok, voilà. Si je peux me permettre, tu vois. Et donc le truc, si tu veux vraiment qu'on soit spécifique, et le truc encore une fois derrière, c'est que ces choses-là deviennent des marques à suivre, tu vois, des trucs à suivre, c'est-à-dire des marqueurs dans le cinéma d'action, et à mon sens, à moi, des marqueurs qui vont être vite oubliés. Parce que, en fait, au bout d'un moment, en gros, il y aura pas... Et c'est dire que... Enfin, pour moi, en fait, quand on parle de stéroïdes et qu'on parle de cinéma d'action et qu'on parle donc de cinéma, à proprement parler, si tu veux, un truc comme Atomic Blonde, quand il débarque, moi, je suis pas allé le voir à cause de John Wick. En soi, ce que ça me vend, je peux en fait, le regarder. D'ailleurs, je l'ai fait pour cette émission. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, je ne suis pas satisfait. Pourquoi je ne suis pas le voir du coup ? Tu sais ou pas ? Je sais plus, en fait, j'ai pas eu de projo de presse, ou j'ai pas eu la projo de presse, je sais plus ce que je faisais à ce moment-là, tu vois, j'étais en train de travailler sur plein de trucs différents, donc ça s'est pas fait, quoi. Mais je crois pas que personne m'ait dit que c'était un grand film d'action, tu vois, en tout cas, toi tu m'en as pas parlé à l'époque, donc voilà, j'ai pas comment dire... Non, parce que j'ai pas, à aucun moment je dirais que c'est un grand film d'action, ça, jamais. Non, mais tu l'as vu 5 fois. Et alors, tu sais, nous avons fait un truc sur Showdown Little Tokyo. Que tu as vu. Ouais, mais celui-là, il a 30 ans, t'as l'excuse qu'il est 30 ans. Enfin, bon, tu n'as même pas osé dire le vrai chiffre de nombre de fois où tu l'as vu. Et nous sommes tous les deux d'accord que ce n'est pas exactement le plus grand film d'action de tous les temps. Et nous l'avons tous les deux vu plus de 10 fois. Tout à fait. Oh, 10 fois, je pense pas. Bon, allez, arrête. Non, mais bon, en tout cas, ça devient une conversation personnelle. mais tout ça pour dire que, voilà, en fait, en gros, sur quelque chose comme Atomic Blonde, ouais, moi, en fait, je reste basiquement sur ce que j'attends, en fait, de ce que le film, entre guillemets, me vend. Et là-dessus, l'implication physique, certes, ça je dis pas le contraire, et puis Charlize Theron, il faut quand même rappeler un truc sur cette nana, tu vois, c'est que en gros elle nous a été présentée comme un modèle, un mannequin, etc., dans les années 90, tu vois, notamment avec comment ça s'appelait, j'allais dire les chiens du diable, n'importe quoi, l'associé du diable, l'avocat du diable, l'associé du diable, je sais plus comment ça s'appelle. L'associé, parce que l'avocat c'est le truc de Lumet. Ouais, voilà. Et quelques trucs comme ça, une actrice et tout, tu vois, à Oscar avec Monster et ce genre de choses, quoi, mais c'est quelqu'un qui a un drame dans sa vie assez flagrant, puisqu'en fait son beau-père mettait sur la gueule de sa mère, tu vois, et que sa mère l'a buté devant elle, elle l'a flingué, quoi, tu vois. Et bon, quand t'as vécu ça, je pense en général ça te durcit un petit peu. Je savais pas. Tu savais pas ce truc. Et en fait, si tu veux, c'est un truc qu'elle a vécu quand elle avait 15 ans, quoi. Et en gros, elle en parle assez librement, et tu sens que c'est une nana qui en a un petit peu chié dans la vie, quoi, tu vois. Et mine de rien, bah, pour des personnages comme Furiosa dans Mad Max Fury Road ou ce personnage-là, bah oui, il y a un vécu qu'elle peut apporter, un truc en fait où tu sens que la violence c'est quelque chose qu'elle peut, gérer entre guillemets, quoi, tu vois. Et malgré ça, je trouve que bah en fait, ce qui est très étonnant, moi je trouve avec ce film-là, c'est qu'il y a quand même quelques acteurs que j'aime bien. Tu vois, il y a notamment il y a John Goodman, il y a Sofia Boutella, il y a McAvoy, Eddie Marsan aussi. Eddie Marsan, tu vois, et j'arrive pas du tout, mais littéralement pas du tout à être impliqué. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, à un moment donné, je devrais juste tout bêtement, mon cerveau devrait juste suivre ce reptilien, Charlize Theron, John Goodman. Tu vois, comme ça, en fait, c'est bon, j'ai des repères. Je connais les acteurs, je sais dans quoi ils ont joué, j'ai des repères, et j'arrive pas à être intéressé. Pas intéressé par ce qu'ils jouent, pas intéressé par ce qu'ils racontent. Et ça, c'est quand même assez dingue, tu vois. Parce que, bon, je trouve que ça ressemble... Enfin, c'est un peu dans la mouvance de tout ce qui est problématique pour moi dans le cinéma aujourd'hui. Parce que finalement, en fait, ça ne peut pas tenir que sur des stars avec du star power, tu vois. Et ça ne peut pas tenir que sur, tu vois, des plans, tu vois... Enfin, un manque de mise en scène pour moi. C'est-à-dire un manque d'implication de mise en scène émotionnelle, tu vois. Je parle vraiment de ça à la base.
Mais là, ça prend des proportions où je te dis, moi, là, je ne me l'explique que d'une seule manière. C'est que si le mec qui fait ce film n'est pas plus intéressé que moi par ce qu'il raconte. Et du coup, en fait, voilà, je suis... Enfin, moi, honnêtement, chapeau, hein, tu l'as vu 5 fois, moi je pourrais jamais voir ce film 5 fois, mais jamais. J'ai l'impression que me ferait chier, tu vois. Faut dire aussi que je l'ai vu 2 fois cette semaine, parce que je l'ai écouté aussi avec le commentaire audio, des fois que je peux choper les infos. Bon. Non mais voilà, mais le truc en tout cas c'est ça, c'est mon problème en fait principal avec toute cette école-là en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une manière de faire les choses qui me détache littéralement, et j'avais le même problème avec finalement avec Paul Greengrass dans les années 2000, c'est-à-dire qu'en fait en gros c'est un concept de mise en scène qui remplace la mise en scène à proprement parler. C'est-à-dire, il y a un concept de mise en scène, on va dire, il y a la shaky cam, donc ça tremblouille, ça machin, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il y a de l'action, mouvement, machin, tu vois, brut, ça bouge. Et tu fais, ouais, d'accord, mais en fait, en gros, moi, je suis extériorisé. En tant que spectateur, je me sens complètement à l'extérieur de ce qu'on est en train de raconter, alors que le propre du cinéma d'action, c'est de te mettre à l'intérieur. C'est pour ça que pour moi, le plan séquence, le début, en tout cas, il fonctionne bien. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc où je me suis dit, ah putain, là, je suis dans la scénographie tu vois, du moment, quoi. C'est-à-dire, je suis vraiment au milieu des mecs qui sont en train de se foutre sur la gueule. Et là, d'un seul coup, ça fait ressortir l'implication de Charlize Theron, ça fait ressortir l'implication des cascadeurs. Je comprends que les mecs, ils veulent raconter un truc à ce moment-là, etc. Ça se perd très vite pour moi, au bout d'un moment. Et je me dis, dommage, tu vois. Mais il aurait eu 10 trucs comme ça dans son film, tu vois. Moi, j'aurais acheté, j'aurais fait, bon, allez, tu vois. C'est pas un grand film, mais tu vois. Voilà. Et malheureusement, voilà, j'ai pas ça. Donc c'est ça mon souci principal. Après, tu vois, je veux dire, je préfère te laisser te défendre. Du coup, lâche le croûte derrière. Mais c'est vraiment mon souci principal en fait. C'est-à-dire que je vais pas plus loin. C'est un peu le truc. C'est en fait, je peux continuer à défendre le film à vitam aeternam. Mais expliquer un peu plus aussi ce que c'est de façon. Parce que c'est vrai qu'on est un peu parti dans tous les sens. On est parti dans tous les sens aussi, mais c'est aussi parce que il y a un intérêt dans ce qu'on vient de faire. Il y a eu un véritable constat sur ce que tu ressens sur le cinéma d'action aujourd'hui. Il y a plein de constats que je te rejoins, une fois de plus. Johnny, on a grandi avec nos blockbusters qui étaient réalisés par Paul Verhoeven et Steven Spielberg, donc forcément, c'est compliqué d'avoir des blockbusters réalisés par soit des anciens cascadeurs qui apprennent leurs compétences et qui ne sont effectivement très doués que dans la cascade, même si toi là-dessus tu trouves que c'est pas effectivement sur non, ils sont très doués, je dis pas du tout le contraire, mais après ça reste quand même, enfin moi en tout cas, c'est peut-être la façon dont c'est fait. Mais ça reste répétitif, en fait. C'est-à-dire que, voilà. Ce plan séquence dont on a parlé, justement, il n'a pas été cadré par un cadreur. Ils ont demandé à Sam Hargrave, le coordinateur des cascades, et le chorégraphe, vu qu'il avait chorégraphié avec Charlize Theron, puisqu'ils avaient beaucoup travaillé avec elle, c'est 4 mois d'entraînement, non, c'est 8 mois d'entraînement. Attendez, je vérifie ma note. Oui, c'est 8 semaines d'entraînement, pardon. 8 semaines d'entraînement, 4 jours par semaine à apprendre les chorégraphies et également à se mettre en forme parce que elle avait quand même 41 ans quand ils ont tourné ça. Moi, à 41 ans, je tournais pas ça, je vais pas mentir. Et donc, à force d'apprendre la chorégraphie... 31 ans non plus, on tourne pas ça. On aurait peut-être pu avec un peu d'entraînement, mais là, on part de trop loin. Tu vois, et globalement... ils ont dit ce serait intéressant que ce soit lui qui filme parce qu'il connaît tellement bien la chorégraphie qu'il va savoir où aller chercher. Et c'est comme quasiment tous les plans séquences très longs. Tu l'as dit toi-même, c'est qu'il est bourré de coupes puisqu'il y en a plus d'une vingtaine, je crois. Ce qui n'est pas du tout un problème en soi puisque regarde moi. Tous les plus grands plans séquences sont dans des coupes. Ouais, et puis enfin il y en a un par exemple notamment qui est à toute épreuve quand tu la connais la coupe. Alors moi j'ai vu à toute épreuve pour le coup, je l'ai vu 7 fois en une semaine. Parce que j'étais allé voir tous les jours la semaine où il était sorti quoi en France et les 7 fois où je l'ai vu, j'avais jamais grillé la coupe. J'ai fini par griller la coupe en fait un jour en vidéo, tu vois, où j'ai fait putain mais il y a une coupe. Et en gros, si tu veux, à part ce moment-là spécifique, voilà. Et après, tu vois, t'as pas mal de gens qui ont fait ah ouais bah ils se sont chiés, t'as vu, etc. Mais moi je m'en fous en fait, ça fonctionne. Tu vois, je veux dire pour moi il a fonctionné 7 fois, donc en fait ça fonctionne. Tu vois. Mais je vais te dire même donc là c'est même pas là tu les grilles, mais tu le sais parce qu'en fait fondamentalement le problème on va dire entre guillemets de ce plan séquence. C'est que c'est pas un plan séquence à la toute épreuve justement, c'est un plan séquence on va dire à la, je vais mettre des grands mots à la Zemeckis. C'est à un moment donné ce que j'entends par là à la Zemeckis, c'est et lui à l'époque il était le premier, c'est-à-dire à libérer littéralement la caméra, c'est-à-dire il y a vraiment l'idée que il y a plus de comment t'appelles ça, de coins, de murs, de machin en fait qui résistent à la caméra et du coup en gros puisque c'est tourné dans un endroit dur. Non mais au début, mais en fait après ce que je veux dire par rapport à ça c'est que si tu pars du principe, ce que j'entends par là en fait c'est que si tu pars du principe qu'il y a un caméraman qui capte l'action à ce moment-là derrière le truc, c'est-à-dire que ou que c'est tout simplement c'est toi, c'est-à-dire tu es la personne en fait si tu veux qui voit cette action et c'est ton regard en fait qui suit, disons ça comme ça, tu vois, physiquement au bout d'un moment, ça devient impossible.
D'où les coupes, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ça, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est pas pour moi, le problème n'est pas là, en fait. Pour moi, l'un des plus grands, enfin l'un de mes plans séquences préférés, je vais le dire comme ça, c'est l'introduction de Snake Eyes de Brian De Palma. Je trouve le plan séquence absolument saisissant parce que il mélange le côté je t'en mets plein la gueule, qui est aussi un des plaisirs du plan séquence, évident, avec le fait que t'es tellement occupé à être impressionné par ce qu'il montre que t'oublies de regarder ce qu'il raconte. Et je trouve ça assez génial. Il est bourré de coupes, hein, ce plan. Hein. Et c'est absolument pas grave que je les repère ou pas. À la limite, pour les repérer, il faut que je les cherche. Et c'est ça qui m'intéresse en fait dans un plan séquence, c'est si je vois une coupe, ça peut un peu être emmerdant, mais si je suis projeté par ce qu'il est en train de me raconter, ils peuvent foutre 200 coupes, je m'en fous. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, bon, pour moi, c'est pas ça le problème. On avance, ça fait quand même mine de rien, presque 45 minutes qu'on parle. Bah, t'imagines le nombre quand même de choses beaucoup pour un film qui s'appelle Atomic Blonde. Donc c'est parce qu'on a parlé de John Wick, on a parlé de Lethal Exploitation, on a parlé de John Wick Exploitation. En fait, on a assez peu parlé d'Atomic Blonde au final. Écoute, je te laisse terminer. Mais ce que tu veux rajouter peut-être sur le film, dans des choses dont on n'a pas parlé, des infos qui te donneraient envie aux gens de le voir. Hein. En fait, on a quand même, mine de rien, parlé de l'essentiel du film, qui reste un film d'action. Moi, j'ai parlé de ce mélange que je trouve vraiment très intéressant, pas forcément abouti, je le répète une fois de plus, mais je trouve que c'est une proposition de Cinoche que j'ai pas l'habitude de voir, et en ce sens, je trouve ça plutôt agréable. Il y a un petit hommage à un autre film que j'adore. Alors, par contre, c'est un hommage spoiler, donc je vais spoiler un peu de film, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes, mais elle boit une vodka qui s'appelle la vodka Stoli, qui est la même vodka que boit Kevin Costner dans Sens Unique, et c'est un hommage direct et évident, puisqu'ils sont globalement, entre guillemets, le même personnage, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et il y a plein de petites choses comme ça. Moi, je trouve que c'est un film de... Alors oui, c'est pas un plaisir total, mais c'est un ensemble de plaisirs périphériques. Je suis content de voir des scènes d'action qui, moi, me conviennent. Je suis content de voir un film d'espionnage pas totalement maîtrisé, mais néanmoins un film d'espionnage. Je suis content de voir tous ces acteurs, investis dans tous les sens. Eddie Marsan, qui, en 3 regards, réussit à faire exister un rôle alors qu'il est très peu écrit au final. James McAvoy qui visiblement s'éclate dans le rôle de ce mec qui s'éclate. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à savoir si c'est qu'il s'éclatait vraiment dans le rôle ou qui vraiment c'est la performance qu'il donnait parce que ça correspond au personnage qui adore cet environnement d'espionnage où tout le monde se ment, tout le monde ment, où il y a des contrefaçons de partout, etc. Lui, il adore ça. Pour moi, c'est un vrai plaisir aussi. Il y a toujours le plaisir de voir Sofia Boutella, même si là, elle a vraiment un tout petit rôle. Ceci dit, moi, alors pour le coup, si tu veux, je te rejoins pas forcément sur James McAvoy, mais c'est vrai que les séquences entre elle et Charlize Theron sont à peu près les seules, je trouve, où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu en termes d'émotionnalité. Entre elles ouais, entre elles deux, tu vois. Bah, elles ont une relation, en fait. Ouais. Il y a comment t'appelles ça, une histoire d'amour lesbienne. Et c'est le seul truc où je me suis dit, tiens, ça s'est fait de manière totalement détachée tu vois, j'ai pas du tout l'impression, une seule seconde, en fait, que c'est dans l'air du temps, qu'il fallait le faire, que machin, etc. C'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est fait. C'est pas sur la route de Madison, hein. mais comme je dis, mais par contre, en fait, c'est le seul moment où je me suis dit, tiens, ça, j'y crois, j'achète. Tu vois, c'est un des trucs, du coup, je me rappelle qu'elle est dans le film, on va dire, Sofia Boutella, même si elle n'est pas utilisée pour ses capacités physiques, comment dire, assez incroyable, de kickeuse, voilà, etc. de danseuse qui sait occuper l'espace comme personne. Et en tout cas, voilà, non, c'est pas un grand film Atomic Blonde, non, le titre est mortel. Moi, le titre, je trouve mortel. Moi, le titre, tu me dis Atomic Blonde, j'ai envie de le voir, le film, tu vois. T'es vraiment bourrin, quand même. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Bah ouais, mais attends, genre, c'est pas un film de bourrin, quoi. Tu essaies de nous faire croire qu'il est sobre. Ouais, John le Carré, ouais. Tu sais, John la tête au carré, surtout, quoi. Non, vas-y, allez. Pas mal. Continue. Allez. Mais c'est une bonne façon de finir, de dire c'est John la tête au carré. Voilà. Pour moi, petit plaisir, pas coupable parce que c'est un terme dont je suis pas excessivement fan, mais petit plaisir. Je prends vraiment, je m'amuse à regarder ce film, je m'amuse dans tous les petits bouts qu'il offre. Même si là où je te rejoins, c'est que les petits bouts aussi, moi je les trouve très bons, toi tu les trouves moyens, mais ils forment pas un tout extrêmement cohérent. Ça c'est vrai. Si vous avez aimé l'affaire Van Aken, Christian Segal. Oh la vache, ça c'est nul. Ouais, c'est vrai que c'était nul. Non mais je pense à un truc. Enfin, des fois ça m'a fait penser à ça. Mais bon, je suis très méchant. Ouais, t'es vraiment méchant. Voilà. Donc en fait, si vous êtes Team Julien Charpentier, vous allez kiffer Atomic Blonde. Si vous êtes Team moi, vous n'allez pas kiffer Atomic Blonde, mais c'est pas grave en fait. Moi de toute façon, j'ai l'impression d'être Team moi tout seul dans mon coin en général. Mais non, parce que tout ce que tu expliques, déjà c'est bien parce qu'on a enfin pu parler de
tous les soucis que tu as avec le cinéma d'action en prenant cet exemple-là, qui est pas forcément le film, je pense, que tu détestes le plus, mais il a permis de soulever tous ces trucs-là. Oui, enfin, je sais même pas si je fais la différence entre ça ou n'importe quel autre John Wick ou n'importe quel Tyler Rake, tu vois, au final, c'est... Non, mais j'essaie d'aller dans ton sens, c'était de temps en temps d'aller un peu dans le mien aussi, quoi. Non, mais c'est pas possible. Mais tu m'interpelles, il faut qu'on finisse, allez. Tiens. Donc, oui, rendez-moi Georges Pancosmatos, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Stéphane. Merci Julien Charpentier. Alors, si vous voulez, voir Atomic Blonde, il est dispo partout ce truc. Je pense qu'il est dispo partout. Mais ouais, il y a des Blu-ray, même un Blu-ray 4K ou je sais pas quoi. Alors Blu-ray 4K, mais avec un master 2K, puisque le film a été tourné en 2K. Hein, donc, en plus. Voilà. Donc merci Julien. De rien. Merci Alain, merci à la technique qui nous écoute quand même depuis 45 minutes, voire 50 minutes et qui commence à dire bon les gars vous faites long là, sur Atomic Blonde quand même, mine de rien, quand il va falloir que je monte ça derrière moi. Merci à nos auditeurs, merci à ceux qui nous soutiennent sur Patreon notamment, vous pouvez nous suivre sur les habituels réseaux sociaux, hein, voilà. Et puis nous on va se retrouver avec, moi je pense, un meilleur film la prochaine fois, mon cher Julien Charpentier. Allez, salut. Salut.